Pas évident de dire si j'ai vraiment aimé cette saison 3, mais une chose est sûre, c'est que j'attends la saison 4 avec impatience. Et je me prépare déjà à affronter les robots. Attendez. À moins que j'ai déjà été remplacé par une machine. Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma et aujourd'hui spécifiquement de séries avec Westworld, la saison 3 qui vient juste de se conclure. Dans cette vidéo, comment ça va se passer? Eh bien écoutez, dans un premier temps je vais vous faire part de mon ressenti global, garanti sans divulgachis, sans spoil, et ensuite j'aborderai donc le verdict, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que je vous recommande cette saison 3, et je finirai ensuite par quelques points essentiels avec cette fois divulgachis, donc où là on pourra revenir un petit peu plus dans le détail sur certains éléments de la série. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais revenir sur quelques influences dont j'ai l'impression que personne ne parle sur YouTube en tout cas. Pour vous donner un petit indice, on va notamment parler d'Isaac Asimov. Pour vous faire part de mon ressenti global, un petit peu comme au moment où j'avais fait ma review sur le premier épisode de la saison 3, c'est vrai que j'en ressens un petit peu mitigé, en fait, pour ne rien vous cacher, parce qu'on a de très bonnes choses, comme la mise en place d'un ensemble science-fictif hyper cohérent et très élaboré, un véritable souci du détail dans l'esthétique, les visuels ou encore les effets spéciaux, ainsi qu'un casting avec des acteurs absolument géniaux. Mais déjà sur ce point, ça se gâte un petit peu, parce que on a quelques acteurs qui sont carrément sous-exploités, comme Bernard, Maeve ou encore William, par exemple. Ajoutons à ça qu'on a affaire à une saison un petit peu moins dans l'esprit Westworld, on va dire, entre guillemets, avec plus d'action et un côté hollywoodien un peu plus prononcé, voire presque caricatural par moments. Une écriture un peu plus accessible que précédemment, et des rebondissements en pagaille, qui parfois semblent un peu forcés d'ailleurs. Mais on va pas se mentir, ça reste une série très qualitative dans le genre science-fiction, avec une réelle prise de risque à chaque saison pour tenter de se renouveler, et de nous proposer quelque chose d'ambitieux et d'audacieux. Mais bon, si vous voulez mon avis, ça se plante parfois, mais ça réussit souvent. Avant de poursuivre cette vidéo avec le verdict, où je vais vous dire si j'y vais ou j'y vais pas, je vais juste vous inviter à liker, à commenter et à partager cette vidéo, si vous appréciez le début en tout cas de celle-ci. Je vous remercie d'avance et je vous invite également à vous abonner à la chaîne ainsi que différents réseaux sociaux de la chaîne, histoire de soutenir Avis Ciné Express un petit peu sur internet. Voilà, je vous remercie d'avance et on poursuit tout de suite avec le verdict. I was born into this world, and my first memories of it are... Verdict, une saison 3 en demi-teinte, mais extrêmement prometteuse quant à l'avenir de la série. On peut déplorer le tournant action pris par l'œuvre, ou encore cette narration inutilement alambiquée. Mais comment ne pas s'extasier devant un jeu d'acteur aussi intense, une esthétique et une mise en scène aussi travaillée, et une opposition philosophique et idéologique puissante et savamment orchestrée. En plus, les effets spéciaux sont bluffants. J'en prends pour exemple ce plan incroyable de Dolores en reconstruction, où on voit son squelette robotique, ou encore le visuel et cette animation de dingue du robot gardien chez Delos. Donc tout ça pour dire que certes c'est loin d'être parfait, par moments c'est même un peu décevant voire agaçant, mais franchement ça reste une série à part et au-dessus du lot, et surtout qui n'a pas fini de nous délivrer tous ses secrets. Alors pour cette saison 3, pas entièrement convaincu, mais oui, j'y vais. Ça y est, on va aborder à présent une partie avec divulgachis, donc si vous n'avez pas encore vu la saison 3, ou ce dernier épisode en tout cas de la saison 3, je vous invite peut-être d'abord à aller voir tout ça tranquillement, ensuite à revenir sur la vidéo, histoire qu'on débriefe tout ça ensemble, ou si vous êtes à jour ou que vous vous en moquez en fait d'être spoilé, à ce moment-là, on va poursuivre la vidéo. For my kind, there was one place we were never allowed to go. Allez, je vais démarrer par l'influence d'Isaac Asimov sur cette saison 3. Alors pour moi, Isaac Asimov, il a aussi inspiré les prémices, et notamment avec la saison 1, la saison 2, et aussi le film Monde Ouest, dont est tirée elle-même la série, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous invite à ce propos à aller voir ma vidéo sur Monde Ouest, où je reviens, je fais une critique complète de ce film de 1973, et dans cette vidéo, je reviens notamment sur cet aspect-là, et sur ce qu'on appelle les lois de la robotique, popularisées par Isaac Asimov, et qui ont effectivement influencé la représentation du robot dans l'œuvre. Mais dans cette saison 3, l'influence d'Isaac Asimov, elle s'opère différemment. Alors, elle s'opère selon moi à travers la notion de psychohistoire. Alors, cette notion de psychohistoire, je vais la définir dans quelques instants, mais juste avant, je vais vous faire part du contexte. En fait, Isaac Asimov, donc auteur de science-fiction à succès, notamment des robots, entre autres, et de Fondation. Dans Fondation, il introduit cette notion de psychohistoire, c'est une sorte de science, et en fait, si vous voulez, il a popularisé le terme de psychohistoire, mais c'est pas lui qui l'a inventé. Apparemment, ce serait Nat Schachner, un auteur dont Isaac Asimov était fan, en fait, donc même lui pouvait être fan de quelqu'un, donc, vous voyez, comme quoi.
Bref, en tout cas, je mettrai un lien en description de la psychohistoire pour pouvoir vraiment détailler. Moi, je vais vous faire une définition assez succincte, disons, de ce terme. En fait, en gros, il s'agit d'une sorte de science sociale permettant de prédire les événements qui vont arriver, en fait, à partir d'un groupe statistique énorme. Et donc, c'est exactement ce qu'on a ici avec Insight dans la saison 3 de Westworld, en fait. On a une société qui parvient à déterminer, ou en tout cas à prédire ce qui va se passer, grâce à des éléments statistiques et grâce à énormément d'informations au sujet des individus, en fait. Mais exactement comme à l'instar de la psychohistoire, elle est incapable de prédire avec certitude exactement ce qui va se passer pour un individu isolé. Elle a besoin d'un groupe social établi et d'un groupe social volumineux. Donc plus c'est volumineux, plus la prédiction sera pertinente et proche de la réalité. Par contre, et c'est là la nuance, c'est que exactement comme dans la psychohistoire, ici dans Westworld, on a la possibilité qu'un individu puisse effectivement avoir une sorte de libre arbitre, parce que en effet le destin de l'ensemble peut être lié aux actions d'un individu isolé. Et la psychohistoire prend bien ça en compte également, puisque effectivement dans la psychohistoire dans Fondation d'Isaac Asimov, on a effectivement cette notion que un individu isolé peut commettre des actes qui ont une portée significative, en tout cas, sur les événements. D'où l'idée sous-jacente, et qui prend tout son sens ici dans l'épisode 8 de la saison 3, au sujet du libre arbitre. Donc le libre arbitre ici, c'est la capacité de choisir, et de ne pas être influencé dans cette réflexion. Et ici, c'est en quelque sorte la clé du chaos, quelque part. Mais aussi, et c'est ça qui est assez paradoxal finalement, c'est aussi la clé de la reprise en main du destin de l'humanité. Parce que Rehoboam, dans Westworld, c'est une intelligence artificielle qui, en réalité, elle prédit le destin des individus et le destin de l'humanité. Mais finalement, elle influe sur ce destin comme dans une sorte de prophétie autoréalisatrice. Donc en prédisant effectivement quelque chose de négatif, ça finit par arriver parce qu'on met les éléments en œuvre pour que ça arrive, en fait. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs. Ah, si vous voulez, c'est comme un serpent qui se mord la queue, hein, on s'en sort pas. Dans le cycle de Fondation, d'ailleurs, on retrouve un individu particulier qui lui aussi a la capacité d'influer sur le destin d'un grand nombre d'individus. Il s'agit du personnage du mulet. Pour ceux qui n'ont pas lu du tout le cycle de Fondation, je ne vais pas vous révéler ses capacités parce que ça vous gâcherait vraiment la surprise et l'intérêt en bonne partie. Alors pas à tout, parce que Fondation c'est juste incroyable comme bouquin, enfin comme série de bouquins, donc vraiment lisez ça si vous avez le temps, c'est vraiment incroyable. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on pourrait comparer le personnage du mulet à Caleb finalement, parce que Caleb c'est celui qui a le destin de l'humanité entre ses mains finalement, et c'est lui qui a les cartes en main en fait. Donc il a les capacités, il peut agir et il a le libre arbitre. On peut prédire qu'en partie ses actes. Et encore une fois, un parallèle qu'on peut dresser avec Fondation, c'est que dans Fondation, la fin de l'Empire va générer une période de chaos, en fait. Et toute l'idée de la psychohistoire, c'est de réduire cette période de chaos, qui normalement doit prendre 1000 ans, je crois. Alors, je dis ça de souvenir, parce que j'ai pas relu ça il y a longtemps, donc vous m'en voudrez pas si je me trompe. Et pour réduire cette période de chaos au maximum, à quelques années, en fait. Et du coup, effectivement, dans cet épisode de Westworld, on voit que c'est le règne du chaos. Et effectivement, peut-être que tout le sel de la saison 4 va être de réduire cette période de chaos, peut-être. Donc ce serait une piste à explorer, si encore une fois on est dans le prolongement de Fondation en tout cas. Bon, après en termes d'influence, on en a beaucoup, j'en avais déjà parlé dans ma review du premier épisode, mais on a des influences qui se sont ajoutées, on a notamment l'influence à Robocop, avec par exemple ce robot géant qui est protecteur là de Delos, et qui fait vachement penser au robot dans Robocop 2, je crois. Ça j'en parlais dans l'épisode 1, on a évidemment la moto futuriste, à la Akira, et on a bien évidemment le système Insight lui-même, qui nous fait penser bien évidemment à Matrix, mais aussi à Minority Report, dans l'idée de pouvoir effectivement prédire les agissements des citoyens en fait. Il y a vraiment cette portée-là, et donc cette filiation cyberpunk, parce que Minority Report, si vous ne savez pas, c'est Philip K. Dick, donc l'un des maîtres de la science-fiction cyberpunk. On voit de qui on tient l'héritage. En ce qui concerne le libre arbitre à proprement parler, j'ai envie de parler un petit peu du personnage de Dolores, que je trouve extrêmement nuancé, et je trouve que finalement, alors en plus c'était mal parti à mes yeux, parce que vraiment moi j'étais assez mitigé en grande partie par rapport au premier épisode sur, pas la prestation de l'actrice, mais l'écriture de son personnage, et sur comment je pouvais percevoir ce personnage après un épisode en fait. Et du coup, j'étais assez circonspect, et c'est vrai que là, j'ai retrouvé cette nuance, et notamment grâce au dernier épisode, même, allez, on va dire les 2 derniers épisodes, où on voit que la stratégie qui était mise en place, c'était une stratégie qu'elle nous avait un peu cachée, etc. Donc, c'est pas parfait dans sa mise en place, mais néanmoins, par rapport au jeu d'actrice, ici, on a effectivement une actrice qui nous montre une palette d'émotions qui est juste exceptionnelle. Alors ça, elle le fait depuis la saison 1, et donc là, ici, on avait affaire vraiment à un personnage qui était sombre, qui était violent,
violent, qui semblait sans pitié, alors qu'en fait il y a toute cette nuance derrière qu'on voit dans cette scène finale avec Maeve, et dans cette scène effectivement on sent toute cette bienveillance et toute cette gentillesse qui émane d'elle d'une façon assez douce et assez troublante, hein, je dois bien l'avouer. Et donc on perçoit bien ce dilemme moral qui était intérieur, où elle a dû sacrifier effectivement certains individus, certains êtres humains, pour en sauver la totalité en fait, et les laisser faire leur choix, hein, quitte à ce que ça les mène à la destruction, hein, finalement. Mais en tout cas, elle n'en sera pas responsable, puisque c'est les humains qui auront en main leur propre destin. En tout cas, selon ses aspirations à elle, puisque c'est un destin qui va être contrarié, mais ça on le verra un peu plus tard, notamment dans une vidéo de théorie. Bon, et je reviendrai sur les autres personnages également du casting juste après. Mais auparavant, je vais juste revenir sur le final de l'épisode, le final apocalyptique. Je trouvais que c'était un final auquel on croyait à moitié quand même, hein, parce qu'il y a, malheureusement, il y a quand même quelques éléments qui m'ont un peu chiffonné dans ce final. Alors, il y a un peu de tension, etc., mais beaucoup d'action pour pas grand-chose, on a l'impression que ça remue un petit peu du vent, et surtout, en termes de mise en scène, je trouvais que ça manquait de ce côté grandiose, et ça manquait d'ampleur, en fait, hein, pour rien vous cacher, alors que, d'habitude, on a énormément de moyens dans cette série, et là, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de figurants, que, bon, ça se battait vite fait, enfin, j'ai pas senti vraiment la violence, en fait, émaner, et surtout, comme il n'y avait pas trop d'empathie vis-à-vis des protagonistes qui mènent ces émeutes, du coup, effectivement, moi je me sentais un petit peu en dehors des événements en fait, hein, donc ça m'a laissé un petit peu sur le côté. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment un potentiel, et vous le voyez en plus, hein, que ça manque vraiment d'ampleur, notamment sur le fait que les plans soient très serrés. On est sur des cadrages où on va voir effectivement un maximum de gens sur un minimum d'espace, mais on voit pas ce qui se passe autour, et on sent qu'il y a personne en fait autour, parce qu'ils ont filmé avec un minimum de figurants, et là, c'est vraiment là où il fallait mettre le paquet, je pense, mais à mon avis, le budget a dû passer dans les effets spéciaux de la scène de Dolores avec son squelette robotique, parce que c'est pas possible. Donc bon, pas beaucoup d'attachement, et c'est vrai que l'impression que c'était pas vraiment un grand chaos énorme, un choc de dingue, c'était plus un chaos ouné, voilà, un petit chaos, voilà, de derrière les fagots. Mais bon, bref, mais c'est quand même la faute à des personnages secondaires qui sont trop secondaires. Donc ça me permet une transition pour revenir un petit peu sur les personnages, parce qu'on a un casting de très très haut niveau. Les acteurs sont géniaux et il n'y a pas de fausses notes. On a même droit à quelques séquences mémorables, comme à l'épisode 6 avec Charlotte Hale et son incroyable force de vivre. Vous savez, tout ce passage où elle sort de sa voiture en flammes, en mode Terminator, alors que sa famille vient juste de se faire griller et tout, enfin c'est un truc de dingue. Franchement, moi j'étais là, oh, l'épisode de fou quoi. Et puis même son revirement aussi, on peut en parler de ça, son revirement, je suis pas totalement convaincu, mais ça fait sens, et je pense que c'est annonciateur d'une saison 4 où elle va participer, ou en tout cas elle va contribuer, et ça va être là aussi, ça promet du lourd, ça promet du spectacle, et ça promet quelque chose de bien violent, parce que par rapport à ses motivations et à ce qui se dégage d'elle dans le dernier épisode, notamment quand elle s'en prend à William, c'est une scène de malade. Franchement, d'ailleurs, les scènes post-génériques, n'oubliez pas, il y a vraiment 2 scènes post-génériques, donc il faut rester jusqu'à la fin de l'épisode. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette scène. Elles sont géniales, enfin je trouve. Bref, je vais revenir un petit peu sur les autres personnages, hein, les autres acteurs du casting. En premier lieu, je vais revenir un petit peu sur Vincent Cassel, qui joue donc le personnage d'Enguerrand Serac. J'ai trouvé vraiment parfait en manipulateur, super charismatique, froid, et au final, c'est juste une marionnette qui écoute les ordres de Réhoboam, et là, franchement, le revirement, on s'y attendait un petit peu, et en même temps, c'était assez surprenant. Donc du coup, franchement, je me suis dit, ah, pas mal quand même. Je me suis dit, c'était pas mal. Et puis le fait que finalement, le gars, c'est une coquille vide. Et ça change la réflexion et le regard qu'on a autour de ce personnage. Et ça, c'était vraiment intéressant, je trouve. Et je pense qu'il est pas mort. À mon avis, on le reverra en saison 4, mais j'en parlerai aussi dans la vidéo théorie. Donc restez bien connectés sur Abyssine Express d'ailleurs. Alors, je vais revenir sur un autre gros morceau, hein, sur Aaron Paul, qui joue donc le personnage de Caleb. Et je dois bien admettre que je suis pas totalement convaincu par sa prestation. Alors, déjà, moi, je trouve que physiquement, c'est un personnage, alors je suis désolé, mais je le trouve un peu trop gringalé pour jouer un personnage de ce type-là, ancien soldat, mercenaire de dingue, mec soi-disant hyper badass, capable de tuer des gens et tout. Bon, après, je suis amateur de cinéma hongkongais, donc je sais que c'est pas le physique qui fait qu'on sait se défendre ou pas. Hein, honnêtement, des fois vous avez des mecs qui sont comme ça et en fait, c'est des machines à tuer. Bon, ok, mais disons qu'en termes de crédibilité à l'écran, je sais pas, moi je trouvais que ça collait pas avec le personnage en fait. Maintenant sa prestation elle est de qualité, elle est propre, elle est efficace, et franchement c'est quand même un sacré acteur, donc ça j'ai rien à dire sur sa prestation en elle-même, c'est vraiment sur la caractérisation du personnage en fait. En plus j'avais l'impression qu'on ne le voit pas assez, et surtout on le voit pas assez dans des scènes vraiment marquantes en fait, où il serait juste lui en vedette.
et les scènes paraissaient parfois un peu téléphonées, comme cette relation un peu bizarre qu'il a avec son meilleur pote, et finalement ils sont trahis, je sais pas quoi. Enfin, ouais, je sais pas, j'y croyais à moitié en fait. Après, pour le reste, faut bien reconnaître que à peu près tout le monde est sous-exploité dans cette saison 3, et c'est bien dommage. Que ce soit Bernard, pourtant génial dans l'épisode 8, où il revoit Lorraine, donc l'ex-femme, enfin la veuve de Arnold, dont la conscience de Bernard est issue. Et c'est vrai que là aussi, petit détail amusant en passant, mais je trouvais que le maquillage de vieillissement de l'actrice qui fait Lorraine, du coup, était pas très bien fait. Je me disais, ouais, je sais pas, il y avait un truc qui collait pas, je trouvais que ça se voyait en fait. Mais bon, bref, c'est encore un autre débat, on va dire. Mais c'est quand même assez dommage parce que la scène fonctionne carrément bien, et c'est vrai que j'ai trouvé son jeu d'acteur mais brillantissime, mais quel dommage de pas le voir plus en fait, cet acteur, tout au long de la saison. On a l'impression qu'il remue un peu du vent en fait, et du coup c'est dommage parce que vraiment quel acteur quoi. Et cette scène, il y a une intimité, il y a une intensité dramatique qui se dégage et une sincérité. C'est une scène super touchante et franchement une très très belle scène. Bon, après il y a son comparse aussi qui sert à rien, son soi-disant garde du corps, mais il sert à que dalle. On a également le personnage de Clémentine, qui là aussi ne sert à rien du tout, enfin elle sert dans une scène. Alors là c'est même pas de la sous-exploitation, là c'est du chômage technique. Bon, vous allez me dire, on est en plein confinement, c'est chômage partiel, c'est normal. Après, on a les personnages de Maeve et William qui sont aussi sous-exploités, clairement. Donc moi j'ai bien aimé le revirement de Maeve, même si je trouvais que bon, le cheminement était pas totalement logique, mais ça va, ça passe. C'est juste que ça manque de développement et d'un cheminement totalement solide, c'est tout, mais bon, ça va. Quant à William, bon là aussi, à part un épisode où on était un peu centré sur lui, globalement, c'est l'un des grands absents quand même de cette saison, même si sa prestation et surtout le sort qui lui est réservé à la fin de la saison, dans les scènes post-crédit, sont absolument géniales, en fait, hein, et donc ça remet en question pas mal de choses, et ça augure de développement pour la saison 4 absolument incroyable, parce qu'il semble qu'il va être remplacé par une machine, donc William, l'homme en noir cette fois. Alors on peut s'interroger sur sa mort, hein. D'ailleurs Captain Popcorn s'est interrogé dans sa vidéo là-dessus, et c'est vrai que ce type de blessure à la gorge, on peut supposer qu'elle puisse être facilement guérie, et on voit pas le passage vraiment où il meurt en fait, hein. Donc on suppose qu'il se fait tuer, mais tout est possible, ça laisse une petite ouverture pour la saison 4, mais j'y reviendrai là aussi dans une vidéo théorie. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous parle un petit peu de la vidéo théorie, je vais enregistrer cette vidéo juste après cette vidéo-là, d'ailleurs, et dans cette vidéo, je reviendrai sur quelques théories qu'on peut attendre par rapport à la saison 4, et je ferai également un petit parallèle avec le film Les Rescapés du Futur, qui est donc le Westworld 2, en fait, le film, dont est inspiré également la série, en fait, donc tout simplement, je reviendrai là-dessus. Après, on regrettera quelques petits défauts et fautes de goût, avec des combats au corps à corps pas exceptionnels, quelques facilités scénaristiques aussi, comme avec les soldats incapables de viser alors que les adversaires sont à bout portant ou désarmés. Cette propension qu'ont les auteurs à vouloir noyer le récit dans des retournements de situation, dans le seul but de proposer des retournements de situation inattendus justement. Et peut-être en filigrane, le sentiment d'avoir une saison 3 moins dans l'esprit des 2 premières saisons, avec plus d'action, quand même plus accessible que les saisons précédentes, et un côté hollywoodien somme toute plus prononcé. Mais franchement, sur l'ensemble de la saison, ça reste quand même nettement au-dessus de la majorité des séries en fait, et notamment des séries de science-fiction. Et surtout, en réalité, je pense qu'on pourra juger véritablement cette saison qu'en la mettant en perspective avec les autres saisons quand la série s'achèvera. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se dira que c'était un acte un peu plus centré autour de l'action, dans un ensemble, dans une œuvre où chaque chapitre avait sa propre consistance et sa propre raison d'exister en fait. Welcome to the end of the game. Bref, en conclusion, une saison 3 qui ne tient pas toutes ses promesses, mais qui aura quand même permis un face-à-face de dingue entre Dolores et Serac, avec 2 visions et 2 idéologies totalement opposées, et beaucoup de rebondissements, de faux semblants et de fausses pistes, peut-être trop même. Une ambition toujours aussi exigeante et audacieuse, une esthétisation magnifique des environnements, et de la science-fiction en général, et quelques instants de bravoure magnifiques, comme la mort d'Hector, la sortie des flammes de Charlotte Hale en mode Terminator, la génération du chaos et cette vision concrète d'explosion, et d'émeutes urbaines en mode Fight Club, un personnage de Dolores qui devrait, selon toute vraisemblance, disparaître sous cette forme, mais dont on devrait revoir l'interprète a priori en saison 4. Mais on verra ça aussi dans l'épisode théorie, vous inquiétez pas. Et surtout une scène post-crédit qui permet tous les fantasmes et toutes les théories possibles, et ça va être assez jouissif, donc hâte de voir cette saison 4. Mais il faudra attendre au moins facilement 2 ans.
Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, eh bien likez, commentez, partagez. Je vous remercie du soutien en tout cas. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Là aussi, je vous en remercie d'avance. Et si vous souhaitez poursuivre un petit peu sur la chaîne tout en restant dans l'univers Westworld, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Monde Ouest, le film qui a inspiré Westworld. Je vous remercie du soutien, je vous remercie pour tout, et je vous dis donc à très bientôt et surtout, allez voir des films et des séries et à très vite. Ciao les expressistes.